Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club qui prend une nouvelle forme, un peu plus magazine, puisque nous aborderons plusieurs sujets sur un Read Club. N'hésitez pas à utiliser les commentaires ci-dessous pour me donner votre avis sur ce nouveau format et aussi à débattre sur les sujets que nous aborderons à travers le Read Club. Aujourd'hui, deux sujets seront abordés. J'ai terminé de lire l'intégrale Lock and Key sortie chez iComics et en parallèle, j'ai regardé les deux saisons de la série Netflix. Eh bien, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des différences et est-ce que finalement le comics est meilleur que la série Netflix ou est-ce que c'est la série Netflix qui est meilleure que le comics? Ça, ce sera le premier sujet. Deuxième sujet de la journée, eh bien, Dragon Ball Super tome 15 est sorti. Ce tome conclut l'acte Moro. Eh bien, on va se poser la question, est-ce que cet arc Moro est le meilleur arc de Dragon Ball Super, voire le meilleur arc de toute l'histoire de Dragon Ball? Eh bien, on en discute tout de suite et on commence avec le premier sujet de ce Read Club. Alors, ma découverte de Lock and Key a été un peu particulière. J'avais déjà vu Lock and Key dans les rayons comics, mais j'ouvre le comics, je vois les dessins, ça ne me tente pas plus que ça, et j'avais aussi beaucoup de séries en cours. Et puis, la série Netflix est arrivée avec la saison 1, donc je décide de suivre cette série en me disant, comme ça, au moins, j'ai pas lu le comics, mais j'ai vu la série, ça va me donner une petite idée. Puis je découvre Chaos, les clés, tout cet univers avec ces clés qui ont des pouvoirs les plus intéressants les unes que les autres. Et je décide donc de retourner en rayon comics et je me rends compte qu'il y a 6 tomes. Je ne savais pas que la série était terminée en 6 tomes et donc je décide encore une fois de faire l'impasse dessus parce que j'ai pas envie de commencer une série avec 6 tomes. Et puis j'apprends ici en septembre 2021 que chez iComics sort Lock and Key l'intégrale. Donc pour rappel, c'est scénarisé par Joe Hill et dessiné par Gabriel Rodriguez et Jay Photos. Et donc je me dis, c'est le moment idéal. J'apprends aussi qu'en fait cette intégrale reprend toute l'histoire, qu'il n'y a plus rien à côté à part quelques petits tie-in, et donc je me dis, c'est le moment idéal. En plus, c'est 1000 pages pour 80 €. Le rapport page-prix est quand même assez correct. Aux États-Unis, c'était 130 $ quand même, pour vous dire. Et donc, je décide de me lancer dedans, et ce faisant, sans savoir, la saison 2 arrive sur Netflix, et donc j'ai lu cette intégrale en parallèle de la saison 2 de Netflix. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça vaut l'un et l'autre? Eh bien, j'aime bien la série Netflix, je trouve ça agréable et j'ai adoré ce comic. Au final, tant les dessins que l'histoire. Mais j'ai été surpris, car regarder la série Netflix, eh bien, c'est vivre une autre aventure que le comics. Alors, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve la famille Locke, on retrouve les événements principaux, le décès de Monsieur Locke, on retrouve le démon Dodge qui possède un jeune, etc., etc. Les événements principaux, on les retrouve plus ou moins au début. Les enjeux sont les mêmes. La porte Oméga, tout ça, c'est dedans. Mais le traitement de un visuel, Netflix n'a pas su reproduire visuellement l'ambiance de ce comics, n'a pas su ou n'a pas voulu. Ça, c'est un choix. Les traitements des personnages ne sont pas les mêmes. La mère de la famille Locke est vachement plus touchée par le décès de son mari, est vachement plus touchée par l'alcoolisme, est vachement plus touchée par la dépression. Son image, l'image que les enfants ont de leur mère est terriblement plus mauvaise et terriblement plus détruite. La mère n'a quasiment plus d'image positive aux yeux de ses enfants dans ce comics, ce qui n'est pas du coup le cas dans la série Netflix. Les enfants Locke représentent vraiment très bien
les différents âges d'une vie de jeune adulte, c'est-à-dire que Bode là-dedans est un vrai gamin basé sur l'imaginaire, sur l'insouciance, qui l'amène de temps en temps à être un peu à l'écart du reste de la famille. Hailey est vraiment en pleine adolescence, brute, dure, elle veut se montrer forte, elle est prête à faire des bêtises pour arriver à ce qu'elle souhaite, à arriver à se montrer mieux qu'elle n'est peut-être, plus forte qu'elle n'est en tout cas. Et puis ben, le grand frère lui est vraiment en plein dans ses responsabilités d'adulte et même de chef de famille, là que dans la série. Dans la série ça se sent moins. Dodge est vachement plus violent dans le comics que dans la série. En fait, on peut dire ça. Le comics est vraiment plus noir, plus violent, plus viscéral. Le traitement des personnages est vraiment plus dur que dans la série Netflix, qui finalement est vraiment tout public. Ils ont un peu lissé tout ça. À mon avis, Netflix avait envie aussi d'élargir son public par rapport au comics. Le comics n'est pas tout public. Donc voilà. La deuxième chose, il faut se dire que vous n'allez pas voir et lire la même histoire. Les mêmes finalités peut-être, le même combat, les mêmes enjeux, mais les stratégies utilisées par Dodge pour arriver à ses fins ne sont pas les mêmes dans la série que dans le comics. Il y a même certaines scènes très fortes du comics qu'on ne retrouve pas du tout dans la série Netflix. Plein de choses. On a des clés dans le comics qui ne sont pas dans la série. La clé qui rend la clé géant qui rend la personne gigantesque n'existe pas dans la série Netflix. Peut-être un souci de réalisation de ces plans. Et dans la série Netflix, pareil, il y a la clé de mémoire, c'est le cas de le dire de mémoire, la clé qui rend la mémoire existe dans la série Netflix et pas du tout là-dedans. Tout le côté magique est plus ancré dans le comics, qui a mis des règles en place au premier tome et qui ne les détournera pas avant la fin. À aucun moment dans la série Netflix, ben, il y a de temps en temps les règles qui sont un peu contournées par des pirouettes scénaristiques. Donc voilà, il faut le savoir. Et c'est l'avantage, c'est-à-dire que si vous l'avez lu le comics, ben, vous pouvez regarder la série Netflix, vous n'allez pas être spoilé. Et inversement, c'est ça qui est gai. Je vous dis, moi j'ai lu les deux en parallèle et moi c'était ça se passe pas comme ça dans le comics. Et puis quand j'ai pris davantage de l'avance sur la série par rapport au comics, mais dans le comics, oh punaise, on n'a pas ça, etc. Donc moi ça m'a beaucoup amusé. Maintenant, je comprends que les gens qui sont amoureux de ce comics, parce qu'on peut réellement tomber amoureux de ce comics tant il est excellent à tout point de vue. Je peux comprendre qu'ils soient déçus par la série Netflix qui ne rend pas les coups au final si vous avez aimé ça. Mais si vous l'avez aimé, c'est-à-dire que moi, la série Netflix, c'est pas la meilleure série. C'est moins bon que le comics pour moi, clairement. Mais c'est pas mauvais. J'ai passé un agréable moment. Je continuerai à suivre la série. Parce que la particularité de la série, après 2 saisons, on arrive à la conclusion de l'intégrale. Et donc c'est là maintenant que j'attends la série, moi, Netflix. C'est parce que maintenant ils ont tout à inventer. Il n'y a plus rien, ils ont tout utilisé, tout ce qui était là, ils l'ont utilisé. Ils ont même rajouté quelques personnages, et on se rend bien compte qu'ils ajoutent des personnages dans la saison 2 qui ne sont pas du tout dans le comics, parce qu'il y a cette saison 3 qu'il faut préparer, et sûrement une saison 4. Puisqu'ils ont profité du Covid pour tourner la saison 2 et la saison 3. Donc la saison 3, apparemment, devrait arriver début 2022. Donc c'est là maintenant que je l'attends. C'est là que j'entends à ce qu'elles mettent une vraie ambiance et de se dire peut-être intelligemment que leur public, sur les 3 premières années qui ont vu arriver les 2 saisons, a vieilli. Et donc on peut se permettre peut-être d'aller titiller un petit peu ce qui était là-dedans et l'ambiance qui était là-dedans. Donc vous voilà prévenus. Vous n'allez pas voir la même chose. Si vous avez aimé ça, vous pouvez être déçu par la série Netflix. Ça, c'est un choix d'opinion. Moi, ça m'a fait rire. J'ai eu l'impression de lire, pour les connaisseurs, un Batman Terre 1. Je connais super bien Batman. Eh bien, on me propose, avec les mêmes personnages, un univers cohérent, un univers qui ressemble, mais en ayant des grosses différences. C'est comme si vous lisiez un What If, c'est Marvel. C'est comme si vous voyez un effet papillon où à chaque fois
forcément il y a une autre action qui est posée pour avoir un objectif, et bien on voit un univers un peu différent, et j'ai apprécié découvrir ces univers différents. Si vous voulez encore une fois retrouver Lock and Key, les références, je vous mets un lien en description, et encore une fois n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Nous on va partir directement sur notre sujet numéro 2. Est-ce que Dragon Ball Super a vu se conclure le meilleur arc de toute l'histoire de Dragon Ball? Ici, par rapport à Lock and Key, c'est totalement l'inverse. Dragon Ball, je suis tombé comme beaucoup dedans quand j'étais petit, j'ai vu toute la série, Dragon Ball Z, j'ai même suivi Dragon Ball GT, cette partie un peu plus obscure où Akira Toriyama n'était plus dans le projet, et puis le retour d'Akira Toriyama sur Dragon Ball Super. Maintenant, il y a juste les dessins qui sont confiés à Toyotaro, mais franchement, pour moi, il n'y a pas une grande différence entre l'un et l'autre. Le nouvel arc qui vient de se terminer, l'arc Moro, du nom du grand méchant de cet arc, vient de se conclure. C'est donc le moment de se poser la question, est-ce que cet arc qui a commencé quand même dans le tome 9 et qui termine dans le tome 15 de Dragon Ball Super, c'est-à-dire plus de la moitié du manga papier, est-ce que c'est un arc vraiment très fort? Eh bien d'abord, je vais vite fait vous donner le pitch de cet arc. Moro est un magicien qui a sévi il y a des dizaines de millions d'années. Il a été arrêté, emprisonné, et bien entendu, vous comprenez bien qu'ici, il va se libérer de la prison galactique, ce qui va amener Sangoku et Vegeta à être embauchés par la police galactique pour remettre Moro sous les verrous. La particularité de ce Moro, et c'est peut-être la première fois que l'on voit ça dans le manga, c'est que c'est un magicien dont le pouvoir principal, la magie principale, est d'absorber l'énergie vitale des gens qui habitent sur une planète et de la planète elle-même. Et ça, sans aucun contact, ce qui le différencie de, par exemple, C19 et C20 qui absorbaient l'énergie de ses ennemis par la paume des mains. Alors, en termes d'arc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, tout d'abord, on retrouve justement un ennemi un peu particulier qui est à nouveau très cruel, qui est là pour conquérir, pour avoir une armée, pour être le maître absolu. Et sa magie va amener quelque chose de particulier. Sangoku et Vegeta ne vont plus pouvoir l'approcher aussi facilement pour combattre comme ils le faisaient depuis un petit temps, et vont devoir se retirer pour aller s'entraîner à nouveau. C'est une chose qu'on n'avait plus vue depuis un petit temps. Vegeta va même quitter la planète Terre et aller sur une planète un peu connue du monde de Dragon Ball pour aller se renforcer. Et ça, ça fait plaisir de voir à nouveau Sangoku et Vegeta caler sur un ennemi et devoir aller se réentraîner. Derrière cet arc, on retrouve du voyage, des planètes que l'on connaît, des peuples que l'on connaît. On retrouve à nouveau des références au premier Dragon Ball. Ça rentre parfaitement, ça sert l'ordre qui était déjà inscrit dedans, notamment avec des références à l'arc Buu, avec des références à l'arc Namek, tout ce type de références. Ça introduit enfin dans Dragon Ball Super, tout doucement, le personnage de Oob, un personnage qui avait été créé pour l'univers Dragon Ball GT et qui avait disparu une fois qu'on a retiré de l'ordre principal Dragon Ball GT. Franchement, moi, j'ai adoré. C'est clairement le meilleur arc de Dragon Ball Super qui nous a quand même servi 2 tournois galactiques, bof bof, et un arc Black Goku, Black Zamasu qui est cool, mais tellement court et tellement alambiqué avec des retours dans le futur, dans le passé, etc. Là, c'est clair, c'est simple, ça revient à des vraies valeurs Dragon Ball. Moi, ça me fait penser à l'arc Namek énormément, je sais pas vous, si c'est le cas, comme d'habitude, en commentaire. Et en termes de personnages, alors, on a un nouveau personnage, Meru, qui est
alors je ne vais pas tout donner de son ordre, mais qui est un policier galactique qui va même aller jusqu'à entraîner Sangoku, c'est vous dire, qui est très, je vais pas dire sympathique, mais on a beaucoup d'empathie pour ce personnage. C'est un nouveau personnage vraiment intéressant. On retrouve Vegeta, un Vegeta qui devient de plus en plus humain, qui notamment il va avoir des remords par rapport à ce qu'il a fait au peuple Namek, etc. Un Vegeta plus humain, et dans ce tome on a l'arc suivant qui commence et on se rend compte que peut-être qu'enfin Vegeta va avoir à nouveau sa propre destinée, va aller retrouver un propre style de combat par rapport à Son Goku et un peu se décoller de ce qui se faisait depuis le début à Dragon Ball Super, Vegeta qui reçut finalement les mêmes enseignements que Son Goku. Donc voilà, franchement, on pourrait en débattre, mais je me demande si j'ai pas préféré ça, par exemple, à l'arc-bout, que je trouvais aussi très... on commençait à abandonner tous les personnages secondaires, là, les Krillin, les Piccolo, etc. On espérait les revoir se combattre dans le tournoi avant l'arc-bout. Et puis finalement, bing, on perd ça parce que l'arc-bout fout en l'air le tournoi. Voilà. Et là aussi, une chose qui me vient comme ça à l'esprit, mais on retrouve une place pour tous les personnages secondaires, et notamment Sangohan. Il y a des méchants aussi annexes qui sont intéressants. Il y a un personnage, Seven Tree, un tueur aussi, qui est un peu, lui, un copycat des univers, des pouvoirs des méchants. Eh bien c'est cool, ce personnage, il est super cool, donc on retrouve ça, parce que c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais moi, Dragon Ball Z, ça devait être Sangohan, le personnage principal, notamment avec un petit peu l'apogée sur le tournoi de Cell, et puis avec l'arc-bout, boum, il est repassé au plan secondaire, on remet Sangoku, et puis dans Dragon Ball Super, c'est Sangoku, Vegeta, Sangoku, Vegeta. Et bien alors, on retrouve un rééquilibre, moi je trouve ça vraiment très sympathique. Je place cet arc un peu au même niveau que Namek, j'aime bien cette ambiance un peu particulière, où il y avait déjà un peu de magie avec la création de Dragon Ball. Et aussi au niveau des cyborgs et de Cell qui étaient un peu différents. Et d'ailleurs, enfin, les Dragon Ball sont réutilisés à autre chose que ressusciter les morts à la fin de l'arc. Et ça, c'est appréciable. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Si vous n'êtes pas au courant de Dragon Ball Super, mais voilà, ça a repris depuis maintenant déjà quelques années. C'est 15 tomes. Je vous mets le lien en description de ce tome. Hein. N'hésitez pas, encore une fois, à donner votre avis bien sur ce nouveau format de Read Club qui sera certes un peu plus long, mais peut-être un peu plus magazine, un peu plus débat. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je vous dis ciao ciao, et n'oubliez pas, la règle numéro 1 du Read Club, c'est on ne parle pas du Read Club.